parler. Ce sera maintenant le Togo, les élections en décembre. Qui vont y participer? C'est la question, mais je donne d'abord la parole à Abel Clousset qui voulait placer un mot sur la RDC rapidement. Oui, c'est par rapport au sondage dont on parlait. Il faut dire que ce sondage fait clairement un mécontent, pour ne pas dire un malheureux. C'est le candidat du parti présidentiel, Emmanuel Ramazani. Mais ce sondage fait également un heureux, c'est Félix Tshisekedi, dans la mesure où on parlait tantôt du jeu des alliances. Et quand vous êtes homme politique, vous n'avez pas trop envie de soutenir un perdant ou celui qui a plus de chances de perdre. Et donc ce sondage donne largement gagnant Félix Tshisekedi, 36% d'intention de vote par rapport à Vital Kamerhe qui est à 17%. Et donc, dans les jeux politiques, même si ni Katumbi ni Bemba n'auraient pas aimé avoir Félix Tshisekedi au pouvoir, ils peuvent considérer ce sondage et lui apporter son soutien. Mais à l'endroit de l'opposition, et même, je dirais, du peuple RDI congolais, j'aimerais leur faire observer ce qui s'est passé en France en 2002 avec Lionel Jospin, qui était Premier ministre de Jacques Chirac. Tout le monde donnait gagnant Lionel Jospin pour les élections de 2002 parce que Jacques Chirac était fragilisé. Naturellement, les électeurs socialistes ne se sont pas sentis obligés de faire le déplacement pour aller voter. Et à la fin, c'est plutôt le Front National qui est au deuxième tour avec le président Jacques Chirac. Et donc, il va falloir que la population, en tout cas celle qui soutient l'opposition, soit vigilante. Les intentions de vote ne sont pas encore des votes. Et un sondage n'est pas encore une élection. Si vous voulez l'alternance par les unes, il va falloir qu'ils se déplacent le jour du scrutin pour aller voter. Et une dernière chose, qu'ils n'oublient pas les sondages sur le Brexit et les sondages sur l'élection dernière aux États-Unis. Le Togo, je le disais, les élections sont prévues pour décembre, que ce soit les locales, pour le moment c'est le 16, et les législatives surtout le 20 décembre. Alors la question se pose, qui vont y participer? On sait que jusqu'à présent, au niveau de la coalition des 14, on avait appelé à boycotter le processus de recensement. Le recensement est terminé et un courrier de la CEDEAO qui a circulé aujourd'hui montre clairement qu'on passe à la phase d'audit des fichiers dans la mesure où la C14 ne s'est pas fait recenser, du moins les leaders. Alors, est-ce que c'est un boycott en perspective, Jean-Paul Abou? Si tant est que la cohérence existe véritablement en politique, mais si la C14 voulait être cohérente avec ses positions antérieures, elle n'a d'autre choix que de boycotter. Parce que elle n'a pas cessé de dire que tant qu'il n'y aura pas un nouveau découpage électoral, tant que la composition de la CENI telle qu'elle le souhaite ne sera pas actée, et puis d'autres revendications, il est hors de question qu'elle participe au processus. Il serait aussi très paradoxal qu'après avoir appelé à boycotter le recensement, qu'elle revienne après s'inscrire dans le processus, parce qu'on suppose que certains, peut-être pas tous, mais certains de ces militants, et donc d'électeurs potentiels, ont suivi cet appel-là et ne sont pas allés se faire inscrire. Il ne faut pas oublier non plus que, à moins que je me trompe, mais d'après le code électoral, pour être éligible, il faut être électeur. Donc, je ne sais pas si 204 ou 205... Tout citoyen qui a qualité d'électeur est éligible. Donc, je ne sais pas si, en catimini, certains d'entre eux sont allés se faire recenser, mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vois pas comment ils pourront participer à cette élection, à moins que d'ici là, une nouvelle session de dialogue, de discussion au sein du comité de suivi n'aboutisse à l'ouverture de quelques jours d'enrôlement qui leur permettent à eux et à leurs électeurs de se faire recenser. Mais encore une fois, la cohérence aurait voulu que la C14 boycotte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que la C14 dans l'opposition. Il y a beaucoup d'autres partis qui se revendiquent de l'opposition et qui ne sont pas à la C14. Je pense que eux, en ce qui les concerne, participeront à ces élections aux côtés donc, du parti au pouvoir. Francisco, sauf qu'en politique, la cohérence n'existe pas et qu'on peut faire une chose et son contraire.
Non, pour le cas d'espèce, je crois que le Togo en a suffisamment traversé et pour encore retomber dans les travers. Je vois que nous sommes en train de nous acheminer vers ce qui s'est passé au Gabon, où le camp Jean-Ping a boycotté. Bon, et certains aventuriers politiques se sont lancés et ils ont eu les résultats et qu'on leur a donné. Et donc, quand nous voyons l'échiquier, d'abord, les gens ne se sont pas fait recenser. Nous avons eu, aux dernières élections, une forte taux d'abstention et c'est abstention. Et quand nous voyons que certains se disent ils ont eu à faire les cartes parce que ça leur servait de carte d'identité, ça veut dire que parmi ceux qui se sont fait recenser, il y aura encore un fort taux d'abstention. Et en plus, tu le dis du fichier électoral qui va se faire, je ne sais pas dans combien de temps, puisque les élections, c'est dans, je crois, 6 semaines. Et 6 semaines, je ne sais pas, tout ce qui a été cité comme incohérence, le recrutement des mineurs. En fait, lorsqu'on recrute un mineur ou on enregistre un mineur et qu'on veut aller les faire sortir du fichier électoral, ce n'est pas le vrai âge du mineur qu'on met qu'on saisit. C'est un âge de majorité de 18 ans qu'on lui donne. Je ne sais pas si les experts vont aller regarder dans la physionomie des gens, sur les photos, pour dire celui-là, il est mineur, ou aller sur le terrain. Et puis, lorsque je prends comment le pays est, et je ne sais pas si c'est une élection à huis clos, parce que il y a des zones où, je ne sais pas, même ceux qui vont s'aventurer comme peut-être opposition ou comment ils veulent... ceux qui vont y aller, je ne sais pas quel contrôle ils auront sur ces élections dans ces circonstances où le Togo, où on ne peut même pas faire une réunion à la maison, et chez soi à la maison, où il est interdit de louer des plages pour aller faire des annonces. Voilà, puisque vous avez vu un confrère de la radio, Assoli, qui a été, n'est-ce pas, sanctionné. Le communiqué est sorti de la rédaction, la sanction, la note de service. On ne voit même pas quelle erreur, quelle faute ce monsieur a fait. Nous, on avait connu ça à Bassa, Radio Daoul, en 2010, jusqu'à ce qu'on est venu transporter des animateurs radio. Donc, en fait, ce que moi, je suis en train de voir par rapport à mes expériences en élection, moi, j'ai été agent recenseur en 92. Je n'ai jamais recensé un mineur ni un étranger. Et ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, avec le temps que nous avons pour faire vraiment de véritables élections en offre politique, on est tombé totalement. Et ces élections législatives qui se profilent, je le revois, comme je dis, comme le cas du Gabon, où on ira distribuer des petits pains aux gens et puis bon. Ils vont les voter. Est-ce que vous pensez que sur le coup même de ces élections, la coalition s'est tirée une balle dans les jambes? Je l'avais dit, je crois que c'est lors de mon dernier passage ici, que je comprends l'appel au boycott de la C14, mais je ne le partage pas. Dans la mesure où, je comprends, vous ne pouvez pas dire nos membres n'ont pas encore pris place à la CENI, donc naturellement, on ne peut pas accompagner les travaux de la CENI. Ce qui est normal, ça, ce n'est que la logique. Mais quand vous appelez au boycott, vous prenez le risque également de boycotter les élections. Parce qu'aujourd'hui, il serait totalement incompréhensible. Jacques Chirac dirait qu'il serait abracadabrantesque que vous appelez vos militants à ne pas aller se faire recenser et que vous-même vous présentez aux élections. Même si on parle ici du fait de ne pas être éligible si on n'est pas électeur, on peut également s'époumoner sur la qualité de l'électeur. Est-ce que c'est le... Alors justement, votre avis sur cet article m'intéresse. Je vous donne lecture de l'article en totalité. Tout citoyen qui a qualité d'électeur est éligible dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles ci-après. Bon, alors, tout citoyen qui a qualité d'électeur est éligible. Est-ce que le contraire est possible? C'est-à-dire, c'est-à-dire, on a qualité d'électeur, on peut être éligible.
Mais si, ça veut dire, est-ce que ça dit forcément pour être éligible, il faut avoir qualité d'électeur? Bien sûr. Obligatoire. Bien sûr. Maintenant, qui a qualité d'électeur? C'est la question qu'il faut se poser. Il me semble le fichier électoral. Voilà. Oui, mais non, c'est plutôt... ce n'est pas le fait de se retrouver sur un fichier électoral qui fait de vous ou qui vous confère la qualité d'électeur. C'est parce que vous avez la qualité d'électeur que vous êtes sur le fichier électoral. Donc, pour moi, est électeur celui qui a d'abord 18 ans et qui n'est pas frappé qui n'a pas été déchu de ses droits civiques et politiques. Et il me semble que dans la coalition aujourd'hui, ils ont à la tête de la coalition, il y a les premiers responsables ont tous plus de 18 ans et personne n'a été frappé d'inéligibilité. Mais au-delà de ça, mais quand vous prenez la plupart des zones, plutôt les deux zones, la première zone, la deuxième zone, il y a, c'est vrai, certains militants qu'on peut penser être de l'opposition, qui sont partis se faire recenser parce que, pour plusieurs raisons, l'une des premières, il y a des gens qui n'ont pas de pièces d'identité. Et donc, vous verrez que sur la plupart des cartes d'électeurs, moi j'en ai vu plusieurs, justificatifs, c'est 2, et c'est plutôt 6. 2, c'est la carte d'identité, c'est-à-dire que vous avez présenté la carte d'identité pour vous faire enrôler, mais 6, c'est le témoignage du chef du village. Et donc, la plupart, c'est 6, c'est 6, c'est 6. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas de carte d'identité ou de pièce d'identité, justement, et c'est la carte d'identité la carte d'électeur, voilà, qui leur sert de carte d'identité pour plusieurs opérations, que ce soit pour le FNFI ou même les opérations avec les microfinances. Même les banques. Justement, les microfinances. Le compte d'épargne, c'est d'avoir une pièce d'identité. Ce n'est pas carte nationale ni le passeport. Justement. Il suffit qu'il y ait des identités là-dessus. Et ça fait que certains militants ont quand même bravé ce mot d'ordre de boycott pour aller se faire établir. Mais il y a quand même d'autres qui ont respecté ce mot d'ordre-là. Et donc, quand vous allez au législatif avec des circoncisions telles que nous les avons, où ce n'est pas forcément le présidentiel où on fait les totaux, mais c'est par circoncision. Donc, ça veut dire que même une voix compte. En réalité, une voix peut être très importante. On avait parlé du Gabon, où on a vu des gens qui ont gagné avec moins de 100 électeurs. Donc, dans le cas d'espèce, s'il n'y a pas eu, en réalité, une nouvelle période de quelques jours pour reprendre ou pour faire un recensement partiel, je ne vois pas en principe, cohérence oblige cette opposition-là décider d'aller aux élections. Alors, maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, Jean-Paul, ça veut dire quoi? Que tout citoyen qui a qualité d'électeur est éligible. Si je suis les explications d'Abel, ça veut dire la qualité d'électeur, c'est pas forcément être sur le fichier, mais avoir l'âge de voter. Oui, ça a été dit, avoir l'âge et ne pas être... déchu de ses droits et ne pas être frappé d'inéligibilité par rapport à un certain nombre par rapport à sa fonction, etc. De toute façon, il appartiendra à la ça veut dire que même ceux qui ne se sont pas fait inscrire, si je parle des responsables de la coalition, peuvent faire acte de candidature. Non. Je ne pense pas. Mais encore une fois, il faut laisser la Cour constitutionnelle décider. Mais je ne pense pas. Une fois que vous ne vous êtes pas fait inscrire, je vous vois difficilement être éligible. Mais il faut laisser la Cour constitutionnelle en décider. Je voudrais réagir par rapport à ce que Francisco a dit. En tout cas, je suis pas convaincu que les gens ne sont pas allés se faire recenser. Personnellement, de façon empirique, on fait le tour, comme je crois que les reporters de New York TV ont fait un peu le tour de la zone 1 pendant la période de recensement. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Maintenant, est-ce qu'il y en avait eu avant, lors des précédents scrutins, que maintenant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que les gens ne se sont pas fait enrôler. Il y avait tellement de monde que beaucoup ont préféré retourner chez eux à la maison pour ne pas perdre du temps. Donc, beaucoup se sont fait enrôler. La deuxième remarque, c'est que il n'y a pas de seuil de participation pour faire valider l'élection. Si demain, il y a 20% d'électeurs qui participent à cette élection, l'élection est valide. Donc, que certains aient appelé à ne pas participer et que ça fasse baisser, je précise d'ailleurs que c'est au Togo, on vote plus qu'ailleurs, que dans les pays comme le Mali. On a fait même une comparaison. Les pays, quelqu'un comme l'ancien président Alpha Oumar
Konaré et même Amani Touré étaient élus au Mali avec moins de 25-30% de participation. Donc, ça n'a jamais semblé gêner qui que ce soit. Mais c'est vrai que lorsque la participation est forte, comme en 2007, au lendemain de l'accord politique de Douala, ça crée, ça renforce la légitimité de l'Assemblée, ou en tout cas de l'élection, et puis ça crée une dynamique. Donc, il faut souhaiter que, finalement, d'une certaine manière, la coalition participe. Mais, encore une fois, on est dans un système démocratique, libre. Le vote ou la participation à une élection n'est pas une obligation. Donc, si certains estiment que les conditions ne sont pas réunies pour qu'eux y participent, ils peuvent rester à la maison. Et puis, ceux qui estiment qu'il y a de quoi aller se confronter au suffrage universel se déplaceront. Dans le contexte actuel, Francisco, est-ce que des législatives le 20 décembre, sans la coalition, ont un sens? Bon, on nous dira qu'au Gabon, Jean-Ping n'est pas allé, mais les gens vont siéger. Et puis je me demande, on va à quelle élection? On nous a dit le 16, je crois, décembre. Oui, et il doit avoir d'abord le référendum couplé au local. Le 20 décembre, il y aura les législatives. Oui. Et je me demande véritablement si c'est faisable. En fait, j'attends de voir. Je suis devenu Saint Thomas, de voir si c'est véritablement faisable. Et moi, je ne cesserai de le dire. On n'est pas pressé d'aller à ces élections. Puisque les assemblées qu'on élit dans ces conditions, je ne sais pas à quoi ces députés, n'est-ce pas, valent. Non, sincèrement. Et puis, même leur propre honneur sur le terrain, quand je prends les députés tels que moi je les connais, quand je les prends, leur propre honneur sur le terrain, nous n'avons pas de députés. Nous avons peut-être des partisans de partis qui sillonnent au moment de vote pour aller cocoter les voix des citoyens ou aller aller tricher en quelque sorte. Ils sont élus et puis c'est fini, ils attendent. Les promesses, rien ne se fait comme on le dit. Alors, c'est pas, ils ne sont même pas capables de discuter à l'Assemblée nationale, porter des débats. On voit dans des pays où les débats sont bien portés par les députés. Et puis c'est intéressant de suivre. Au Togo, on dirait que c'est des muets à l'Assemblée, sauf pour voter quelques lois que le gouvernement envoie comme des chambres d'arrêt. Donc, je me demande véritablement si le Togo a besoin encore de gaspiller autant d'argent comme ils ont déjà commencé pour aller à ces élections j'attends de voir si ça va tenir. Je dis toujours qu'il faut grouper ces élections, qu'on puisse repousser ces élections jusqu'en 2019 ou 20 pour en faire... Non, excusez-moi, parce qu'il faut des réformes. Si on n'arrive pas à faire des réformes, ces élections ne vont rien valoir. Les réformes peuvent... Enfin, si on s'en tient au calendrier, les réformes doivent être faites avant le 20 décembre. Avant le 20 décembre. Okay, les réformes, en une journée, si les réformes si c'était faisable, en une journée, c'est faisable, puisqu'en 2005, on a fait... Non, c'est faisable. Même si c'est pas référendum, il faut la volonté politique. Si la volonté politique y est... En une journée, les réformes peuvent être faites. Donc l'impossible n'est pas togolais, on verra. Oui, mais j'aimerais d'abord revenir sur la qualité de l'électeur dont on parlait. D'abord, il faut dire, qu'on l'avait dit tantôt, il faut avoir plus de 18 ans, il faut jouir de ses droits civiques et politiques, mais ce n'est pas tout. Il va falloir être sur la liste, le fichier électoral ou la liste électorale, pour le jour-là voter. Donc, si tu n'es pas sur la liste, tu ne peux pas voter. Mais sous réserve d'une relecture du code électoral, il me semble que pour être éligible, on n'est pas obligé d'être sur la liste électorale. Il me semble, je précise, sous réserve d'une relecture. Peut-être qu'à ma prochaine participation, si le sujet est toujours là, je donnerai plus de précisions avec des articles à l'appui. Mais il me semble qu'on n'est pas obligé d'être sur la liste électorale pour être éligible. Et nous avons un code électoral quasi similaire à celui de la France et du Sénégal. C'est le même moule juridique, mais vous voyez que le député ou le maire de choses là,
de la capitale du Sénégal. Khalifa Sall, il n'est pas électeur, mais pourtant il a été élu depuis sa prison. Ça a failli arriver également au Brésil avec l'ancien président Lula, justement. Donc, il est inscrit, hein? Oui, Lula, Khalifa Sall. donc c'est ça qui empêche, par contre, le fils de Wade. Oui, je pense qu'au Sénégal, quand on n'est pas sur la liste, on ne peut pas être. Et donc, si c'est vrai pour le Sénégal, il est fort probable qu'il en soit de même pour le. On doit forcément être sur la liste. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à nos élections telles que préparées, les hommes politiques, naturellement, j'ai envie de dire, voient la future élection, alors que les hommes d'État voient la future génération. En réalité, tout porte à croire qu'avec cet appel au boycott, le régime de Lomé, ou le pouvoir de Lomé II est naturellement en position de force pour pouvoir ravir la majorité des sièges lors des futures élections. Bon, je dis futures parce qu'il se peut qu'après les réformes, les législatives soient également à 2 tours. Donc, lors des futures élections législatives. Donc, naturellement, ils sont en pole position dans la mesure où ceux-là, il y a l'UFC qui veut participer. Aujourd'hui, sans sondage, on peut un peu imaginer ce que l'UFC représente. Il y a également le NET et d'autres partis au but. Et les indépendants. Voilà, qui n'existent plus véritablement justement. Et donc, on constate que ces partis ne peuvent pas faire le poids devant UNIR, naturellement, parce que même quand vous prenez des partis de la C14 à 1, ils ne font pas le poids devant UNIR. Donc, naturellement, ce ne sont pas ces partis que les fondateurs, m'excusent, de seconde zone qui vont faire du poids face à UNIR. Donc, naturellement, UNIR va gagner ces élections haut les mains, peut-être sans gloire, mais haut les mains. Mais est-ce que ça résout la crise togolaise? Est-ce qu'on ne dépenserait pas des milliards pour rien? Et c'est en cela que je dis, naturellement, ce sont des hommes politiques à UNIR. Il est normal qu'ils voient les futures élections, la future élection, mais j'ose croire que parmi eux, il existe quand même des hommes d'État qui verront la future génération. Jean-Paul. Non, je pense pas. Est-ce qu'il faut laisser l'actuelle Assemblée continuer, ne pas dépenser les milliards? La question se pose dans beaucoup de pays africains où les élections sont souvent le théâtre de confrontation. Non, il y a un calendrier républicain respecté, il y a des obligations républicaines. On a fait le choix d'être dans une démocratie et je pense que tous les 5 ans, cela exige qu'il faut renouveler. Je ne vois pas au nom de quoi ceux qui ont été élus 2013 doivent continuer jusqu'en 2020, continuer à percevoir leurs indemnités, etc. Donc, il faut respecter ce calendrier, selon moi, y compris en dépensant de l'argent. Simplement, il faut s'assurer que cela se fait dans des conditions de transparence minimum. Donc, si cela est respecté, moi, ça ne me dérange pas que les élections s'organisent. Encore une fois, les élections ne sont pas une obligation, ni pour les partis, ni pour les électeurs. Donc, ceux qui estiment que les choses ne se déroulent pas dans des conditions optimales peuvent choisir de boycotter. Mais simplement, moi, ce que je vois, on a dit les hommes politiques voient la prochaine élection, les hommes d'État, la prochaine génération. Si demain, l'opposition, enfin la C14, même si je suis d'accord aussi de dire que une grande majorité des partis qui la composent ont une très faible audience pris individuellement, on va se retrouver dans la situation de 2003 avec une assemblée plus ou moins monocolore. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, si demain, si au soir du 20 décembre, les réformes sont faites, je veux dire, ce qui a cristallisé les tensions dans notre pays, l'élection à 2 tours, la limitation de mandat, et puis le vote de la diaspora qui est venu s'ajouter, et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Si au soir du 20, que ce soit par le 4/5e de l'Assemblée ou par le référendum, ces réformes sont faites, et qu'au soir du 20, les élections législatives ont lieu, avec une Assemblée monocolore, bicolore ou multicolore, je crois que ça a fragilisé, ça affaiblirait beaucoup l'opposition, parce que comment on appelle,
La tribune qu'offre le Parlement. La tribune qu'offre le Parlement. Et puis, je ne veux pas utiliser son fonds de commerce. Son cheval de bataille, qui était les réformes, n'existerait plus. Alors, de quoi on va parler? Donc, pendant un temps, l'opposition risque d'être affaiblie si toutes ces réformes sont faites. D'autant plus que, il a dit, le débat public dans nos pays est très faible. D'un très faible niveau, parce qu'on ne parle que de réformes de ceci. Si c'est fait demain, est-ce que vous êtes sûr que vous verrez des hommes politiques venus débattre de la fiscalité dans notre pays, de l'agriculture, de l'énergie et tout ça? Si on ne peut plus parler de réformes, on parlera pas non plus des questions sociales et économiques qui intéressent le quotidien des Togolais. De quoi vont-ils parler? Ça fait 10 ans que moi je suis journaliste, je parle sous votre contrôle. Je n'ai jamais entendu un autre débat que réformer. Vous avez suivi, je crois, j'ai suivi Maurice Kanto. Je l'ai suivi encore, au moins 2 fois. Son intervention de la Cour, depuis la Cour constitutionnelle du Cameroun. Je dis, ce monsieur a préparé sa future. Il s'est invité, on a fait le débat là-dessus ici, et les gens se demandaient est-ce que c'était opportun qu'il s'était déclaré vainqueur. Mais sans avoir eu à faire cette précision, il ne serait pas devant les membres du Conseil. Ce qui lui a valu d'ailleurs une incarcération. Et je peux dire qu'il le fait. C'est un homme d'État parce qu'il sert le pays, c'est ce qu'on appelle le Cameroun. Mais Jean-Paul, ce que j'ai souvent dit, que dans tout ce qu'on est en train de traverser, il y a les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. D'accord? Si par exemple, ces réformes-là, on arrivait à les faire en décembre, d'accord? Limitation des mandats, candidat à 2 tours, c'est là-bas où vous verrez les vraies velléités sur le terrain. Il ne faut pas dire qu'on n'aura plus de débat. C'est maintenant que le débat même va venir. Par rapport... l'objet de ce débat. Ce que vous êtes en train... C'est que les réformes cristallisent occupent. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas la matière pour, n'est-ce pas, débattre de l'économie. On verra bien. Vous imaginez, non, quand le pays, prenons nous-mêmes la presse, lorsque le pays, par exemple, se heurte, il ne va pas, par exemple, à la CAN ou est disqualifié, même les journalistes sportifs deviennent des journalistes politiques. Il y a une reconversion systématique. Oui, on ne peut pas quand même dire qu'après les réformes, il n'y aura plus de sujets de discussion, il y aura assez de discussions. Et puis, pour les réformes, les élections des Togolais vivant à l'étranger, je crois que ce n'est presque plus possible. Parce que merci Francis, merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.